Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h. Une seule information ce soir encore. Les inondations à Dakar et à l'intérieur du pays pour ne rien arranger à la situation des populations victimes de la calamité. Il a encore plu en début de soirée. Conséquence de ces intempéries, le plan Orsec déclenché, la visite du président de la République en Afrique du Sud écourtée, des activités paralysées, un élan de solidarité se manifeste un peu partout à l'endroit des sinistrés. Invité 20h, l'architecte Thiawo Kandji. Bienvenue. Le Sénégal a donc les pieds dans l'eau, bien malgré lui. La forte pluie de la nuit du samedi au dimanche a causé une situation de sinistre. Des inondations qui ont fait au moins 6 morts, des milliers de sinistrés et d'importants dégâts matériels, notamment à Touba, Dakar, Diaoulé, dans la région de Fatick ainsi que dans la région de Matam, pour ne citer que ces endroits. Une vaste chaîne de solidarité s'est déclenchée en faveur des populations victimes des intempéries. Côté gouvernemental, après la mise en branle du plan Orsec, des dispositions sont prises pour lutter contre les inondations. C'est ainsi que le Premier ministre Abdoul Mbaye, en compagnie des membres de son gouvernement, est en tournée dans la banlieue dakaroise. Dissa Prera, bonsoir. Vous êtes dans la caravane. Dissa, pouvez-vous nous faire le point? Bonsoir Mamoudou, nous sommes actuellement à Diamaguène à Rufisque, après avoir été au CICES à Philippe Maguilène Senghor à Grand Yoff. Actuellement nous sommes à Diamaguène où les populations sont sorties massivement. Il y a un peu de l'électricité dans l'air, mais quand même les populations sont restées calmes. Elles sont tentées d'exprimer un peu leur ras-le-bol. Le Premier ministre est... Allô Mamoudou? Oui, dis ça. Le Premier ministre est accompagné d'une très forte délégation. Un peu avant 19h, il a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé sa satisfaction d'avoir la solidarité des Sénégalais hier au moment des pluies. Il a aussi dit que le gouvernement va accélérer le plan Orsec, mais également le plan d'assainissement qui était en train d'être confectionné va être aussi accéléré pour que les populations puissent sortir de ces eaux le plus rapidement possible, Mamoudou. Merci Dissa Prera. Réunion de crise autour du ministre de l'Intérieur. Mbaye Ndiaye a établi une méthode de structuration du plan Orsec, une répartition des tâches entre les différents services de l'État. Le ministre de l'Intérieur au micro d'Abdou Aziz Ndiaye. Mbaye Ndiaye, que nous entendrons tout à l'heure. Le plan Orsec est déclenché à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, historique, et portée de cette initiative tout à l'heure avec Ibou Diouf. Et puis, ces inondations qui plongent le Sénégal sous les eaux obligent le chef de l'État à revoir son agenda. Le président Macky Sall écourte sa visite de travail en Afrique du Sud. Il regagne Dakar demain mardi, indique un communiqué de son porte-parole Abou Abel Thiam, qui précise que le président de la République va annoncer d'importantes mesures et participer physiquement à la lutte contre les inondations. Monsieur Thiam annonce par ailleurs la fin de la pause gouvernementale avec une reprise du Conseil des ministres dès jeudi. Voyons comment les choses se présentent sur le terrain pour la population sinistrée, des familles qui continuent d'évacuer les eaux et de sauver leurs meubles, du moins ce qu'il en reste, d'autres qui quittent les lieux, laissant derrière eux des millions investis dans des immeubles qui risquent de s'effondrer. Reportage Hadiatala Iboussissé. Les habitants d'Ouest Foire ne savent plus où donner de la tête. Certains ont dormi à la Belle Étoile, faute d'abri, et d'autres pour veiller sur leurs biens. Pas moins de 20 millions investis dans chaque maison que leurs propriétaires risquent de perdre. Selon eux, les eaux évacuées de la foire sont les principales causes. Pas moins 20 millions, puisqu'on avait commencé à faire le rez-de-chaussée. On devait nous remettre ça clé en main à partir de 10 millions. Mais puisque tant qu'on n'aura pas d'assainissement, nous, vraiment, on ne va pas s'en sortir. Le service municipal de l'urbanisme venu constater le sinistre pense que la seule solution est de vider les immeubles à risque. On a comptabilisé 8 maisons qui sont en situation de ruine. À part les 8 maisons, il y a d'autres maisons qui sont impactées.
Maintenant, on a pris les mesures conservatoires, donc c'est l'arrêté d'évacuation et aussi l'arrêté d'isolement de ces bâtiments-là. Donc c'est ces deux arrêtés que le maire est en train de signer actuellement et incessamment les volontaires sont là pour les faire appliquer. C'est heureux de constater que depuis hier, lorsqu'on a constaté les dégâts, il y a beaucoup de ces occupants, les 80% ont déjà quitté. Il y a le matériel qui est là, mais ils n'ont pas passé la nuit là-dessus pour des mesures de sécurité. Donc la sensibilisation continue avec le chef de quartier qui est là et les riverains. Les occupants, malgré les difficultés de trouver un toit, sont prêts à quitter leurs appartements, quitte à confier leurs effets. On est prêts à déménager parce que là, comme ça, là, ce n'est plus prudent. Avec la pluie d'hier, là, on ne peut plus rester ici comme ça. Voilà, il faut qu'on déménage ça. Et on cherche un endroit où on va confier ça en attendant qu'on trouve quelque chose de mieux. L'asphalte de la chaussée décapée, des pompes d'évacuation jusque dans les maisons et des voitures ensevelies. Jamais le quartier Ouest Foire a connu un pareil sinistre. Les habitants craignent de nouvelles pluies qui vont aggraver la situation. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, le plan Orsec est déclenché à chaque fois qu'il y a une situation de sinistre. Voyons l'historique de cette initiative gouvernementale avec Ibou Diouf. Les centaines de millimètres qui se sont abattus dans la capitale sénégalaise et à l'intérieur du pays ont causé d'énormes dégâts, caractérisés par des effondrements de maisons. À cela viennent se greffer des morts. Les autorités lancent du coup le plan Orsec pour secourir les sinistrés. Le plan Orsec national est destiné à faciliter la mobilisation et l'engagement rapide des moyens exceptionnels lorsque les moyens ordinaires des services publics de secours risquent de se trouver débordés par le nombre de victimes ou l'ampleur d'un événement accidentel ou catastrophique. Pour ce faire, le recensement de l'ensemble des matériels, équipements, véhicules appartenant aux services publics et aux organismes privés susceptibles d'être utilisés le moment venu et effectué par les autorités administratives. Il incombe parallèlement à chacun des chefs de service concernés de compléter le plan de consignes opérationnelles internes afin de détailler la conduite, les mesures et les moyens publics et privés à mettre en œuvre dont il doit dresser l'inventaire et assurer la mise en œuvre. Pour rappel, un décret a été pris par le chef de l'État. Décret numéro 93-1288 du 17 novembre 1993 adoptant le plan national d'organisation des secours Orsec. Le plan national Orsec comprend un état-major de commandement, et les groupes opérationnels suivants: liaison et transmission, police, circulation et renseignement, secours et sauvetage, soins médicaux et entraide, transport et travaux, information et relations publiques. L'état-major du commandement est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Il comprend le directeur de la protection civile, président du comité de gestion des moyens, le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, directeur des secours et le conseil technique. Le ministre de l'Intérieur demande à l'ensemble des entreprises opérant au Sénégal de bien vouloir respecter les procédures ou la matière et de ne pas exiger le décaissement de l'État par anticipation avant la mise en œuvre de tel ou tel matériel. Allons à Grand Yoff où les activités économiques ont été touchées, des commerces ont subi d'importants dommages, des pertes estimées à beaucoup d'argent. Un reportage de Nafissatou Silla sur les images de Dembandawa. La pluie de dimanche a occasionné d'importants dégâts chez les populations. Les commerces aussi ont subi des dommages. Ce labo photo a vu ses appareils de reproduction numérique endommagés. On avait pleuré même. Donc les parties sensibles ont été touchées par l'eau. Vraiment, c'est déplorable. On a essayé de faire quelque chose pour retenir l'eau, mais en vain. On n'a jamais été confronté à cela. Toutes mes machines de reproduction photo sont détruites par les eaux. Ce boutiquier établi à H&M Grand Yoff a vu une partie de sa marchandise baignée dans l'eau. Il n'en revient toujours pas. Le riz, le sucre et beaucoup d'autres produits sont gâtés. J'ai perdu des cartes de recharge de crédit d'une valeur de 360 000 francs et aussi de l'argent qu'on ne retrouve plus.
Les pertes subies par ces commerces sont estimées à des millions de francs. D'autres voient leurs activités suspendues. On n'a pas pu travailler hier. Donc toutes les machines ont été endommagées. Voilà cause pour laquelle aujourd'hui vous avez vu, on est en train de réfectionner et il y a des techniciens qui sont venus pour pouvoir réinstaller les machines. Je suis paralysé pour 20 jours. Tous mes appareils sont endommagés par la pluie. Les 156 mm d'eau reçus ce dimanche ont causé d'importants sinistres. Des mesures sont attendues pour atténuer les dégâts, mais aussi pour anticiper sur d'autres pluies qui peuvent tomber à tout moment. Le cas du centre des services fiscaux de Ngor Almadi également inondé, des clients obligés de rebousser chemin. Un manque à gagner pour le fisc. Ibrahima Gueye, chef du centre sinistré, propos. Depuis hier, effectivement, nous sommes informés de l'association. Donc toutes les autorités supérieures sont passées. Monsieur le ministre du Budget, le ministre de l'Urbanisme, les autorités de la DG, de la Direction Générale étaient là. Et depuis ce matin, toutes les mesures sont en train d'être prises vraiment pour le redémarrage effectif du service. En moyenne, le service, c'est un service quand même décentralisé qui génère en moyenne à peu près entre 1,2 milliard et 1,3 milliard en moyenne par mois. Toutes les mesures sont en train d'être prises pour que le travail soit effectif dès demain matin, Inch'Allah. Un petit incident technique. Touba, ville sinistrée endeuillée par les intempéries, n'a pas attendu longtemps pour enregistrer la réaction du khalife général des Mourides. Serigne Sidi Makhtar Mbacké offre 1 milliard de francs CFA pour l'assainissement de Touba. Cheikh Tidiane Diaw. Le geste est significatif et plein de symboles pour mériter qu'on s'y attarde. Le khalife général des Mourides vient de faire montre d'un élan de solidarité qui devrait faire tache d'huile. En effet, le guide religieux a offert 1 milliard de francs CFA pour aider à résoudre les problèmes d'assainissement de Touba. Et selon son porte-parole, les victimes des inondations vont aussi être prises en charge, aussi bien l'État et les autres composants de la société doivent en faire autant, sinon plus, pour juguler ce fléau. À ce rythme où vont les pluies diluviennes, le calvaire est loin d'être fini. Le chef de l'État, actuellement en Afrique du Sud, a apprécié à travers un communiqué ce geste de Serigne Sidi Mokhtar qu'il qualifie de très important. Pour rappel, ces fortes pluies qui se sont abattues sur Touba dans la nuit de samedi à dimanche ont fait 4 morts dans la ville sainte. Y'en a marre au secours des sinistrés des inondations. Ce groupement des jeunes démarre ses activités au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Écoutons son porte-parole Fadel Barro. En fait, dans le cadre depuis le début des inondations, nous avons commencé à aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que nous n'avons pas des milliards, certes, mais nous avons nos bras, nous avons notre volonté, nous avons notre énergie pour en tout cas aider ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, nous avons vu qu'aujourd'hui, l'hôpital Philippe Maguilène Senghor a été certes envahi par les eaux. L'eau est dégagée, certes, mais il reste un grand travail de nettoyage parce qu'il faut dégager l'argile. Il faut faire en sorte que l'hôpital soit fonctionnel le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous avons lancé une grande opération de nettoyage et nous appelons tous les Sénégalais, ceux qui ont des balais, ceux qui ont des produits détergents, celui de l'eau de javel, rien. Pas de l'argent, mais juste du matériel pour nous aider à nettoyer l'hôpital là. Et nous appelons tout le monde et à tous, que ce soit les esprits en amar, les Yoffois et tous les Sénégalais, à nous rejoindre demain à partir de 9h à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor pour démarrer là-bas les brigades itinérantes qui vont visiter les différents lieux et apporter notre volonté, notre énergie et notre force en solidarité à cette grande inondation. Ablaïder, bonsoir. Bonsoir. Pas sinistré? Légèrement touché, ouais, comme tout le Sénégal. Le sport, lui, n'est peut-être pas sinistré, on va le voir. En tout cas, les lionceaux du basket champion d'Afrique arrivent très tôt demain. Prévu initialement cet après-midi, l'arrivée de l'équipe nationale masculine des juniors du Sénégal, vainqueur de l'Afro-Basket à Maputo, va finalement avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Ce report est dû aux ennuis techniques de l'avion de la compagnie qui devait transporter la délégation sénégalaise qui se trouve présentement à Addis Abeba en Éthiopie. Et on passe au football et la Ligue 1 sénégalaise. Djambar s'est imposé devant Niary Tally sur le score de 3-2 hier au stade Demba Diop.
Du coup, avec cette victoire, Djambar fait un grand pas vers le titre. Reportage Sayer Insa Diop à Babacar Camara. Djambar crée la sensation en accrochant Nyari Tali à son tableau de chasse. Un duel de haute facture. Les Djambar qui ont régné dans le jeu ont remporté la victoire sur le score de 3-2. Une victoire qui les rapproche du titre. On a fait un match d'hommes et un match de qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a changé par rapport à ce qui a changé par rapport à Iezo il y a une semaine. C'est tout à fait légitime, normal que Nyari Tali ait marqué ses débuts. Mais bon, derrière, on n'a pas cédé, on a eu de bonnes occasions, on a marqué un but qui nous a libéré un peu. Mais je pense que en somme, on aurait pu gagner, mais on mérite cette victoire. Je pense que ça, aujourd'hui, il faut féliciter les jeunes et puis bien récupérer parce que ça a été un match dur, âpre. Il faut aller se reposer, beaucoup se déshydrater et puis attendre tranquillement le prochain match qui sera une vraie finale, plus difficile. Mené 2-0 à la pause, Nyari Tali a réduit la marque en seconde période. Mais face à un bloc très regroupé des Djambar, les Galactiques, malgré une évidente bonne volonté, ne reviendront jamais. Un coup dur pour Nyari Tali. On a trouvé une équipe de Djambar très forte, très en jambes, avec beaucoup de vivacité et beaucoup de vitesse. Et je pense que l'équipe de Djambar mérite largement sa victoire. Nous avons été surpris dès le début du match, nous avons encaissé le début. Et dès à partir de ce moment, ça a été très difficile de revenir dans la partie. Nous sommes dans un championnat de play-off où tout se joue. Donc nous avons perdu la première place, peut-être la deuxième. Nous essayons de prendre la troisième place. Djambar et Nyari Tali affronteront respectivement Casa et Uzo lors de la 6e et dernière journée des play-offs. 6e et dernière journée décisive donc avec Djambar qui fait face à Salut Portudal au Casa Sport. Match pour le titre, toujours en football, à une journée de la fin de la saison. Donc, quelques mouvements sont notés dans les clubs. L'ancien adjoint de Lamine Ndiaye en sélection nationale, Aliou Kandji, est le nouvel entraîneur du club de Guédiawaye Football Club. Il succède ainsi à Jean-Bernard Sambou avec un contrat de 2 ans. Aliou Kandji n'avait plus officié en Ligue 1 depuis son éviction du banc de touche du Jaraaf. C'était en 2010, alors qu'à Nyari Tali, c'est le capitaine As Mandaoussi qui part sous d'autres cieux. Le défenseur central âgé de 24 ans s'est engagé avec le club marocain du FUS de Rabat pour une durée de 3 ans au Djambar. Le défenseur international espoir Sadi Gueye, lui, est en France pour les tests à l'Uzenac, club de national. Mamoudou. On change de discipline. Handball, le Jaraaf et les Saltigués sont sacrés champions du Sénégal. Effectivement, l'ASC Jaraaf et les Saltigués sont respectivement les champions pour cette saison. Le Jaraaf a battu les militaires de l'ASFA et les Saltigués chez les dames Diamono samedi lors des finales disputées au stadium Iba Mar Diop. L'ombre de l'adjudant Cheikh Sadibou Senghor, ex-coach de l'ASFA, décédé cette année, a plané donc dans ces finales qui se sont déroulées sans incident. Compte rendu Cheikh Sadibou Diarra avec à la caméra Khalil Ndiaye et Abdou Aziz Ndiaye. L'ASC Jaraaf a créé la sensation. Les Verts de la Médina ont dominé le favori l'ASFA 27-23 en finale de championnat. Pourtant, les militaires menaient 13-8 à la mi-temps. Mais à la reprise, les Jaraafmen se rebiffent et bombardent le camp adverse pour remporter à la fin le gain du match. L'ASC Jaraaf a déjoué ainsi les pronostics au grand bonheur de leur coach qui a félicité tout le peuple vert et blanc. Arriver à une finale, c'est déjà pas trop mal, quoi. Et gagner la finale, c'est quelque chose de fabuleux. Ouais. Parce que personne ne s'attendait à une équipe de Jaraaf. Et ce qui prouve qu'il n'y a que le travail qui paye. On est parti de très bas avec une équipe en dessous de la moyenne. Et on est arrivé à faire cela. Et vraiment, bravo, bravo aux joueurs. Du côté de l'ASFA, c'était la désillusion. Leur pari de faire honneur à leur ancien entraîneur et parrain de la finale a été noyé par l'excès de confiance, selon l'entraîneur. L'équipe était totalement déconcentrée en deuxième mi-temps. Je ne les reconnais pas. La défense a failli, les gardiens, une match ne gagne pas d'avance. Hein? C'est au handball. Tant que tu peux mener une équipe à 10 points d'écart, il revient. Hein? Et le Jaraaf, c'est une grande équipe. Chez les dames, la logique a été respectée. Le favori Saltigué a laminé Diamono 29-14. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes dans cette finale. Aujourd'hui, il y avait une équipe Saltigué vraiment déterminée à remporter ce trophée-là. Donc vous voyez,
les deux équipes, il n'y avait pas d'équilibre. L'équipe de Saltigué était plus vraiment, pas je dis à la hauteur, mais il n'y avait pas de... La branche était trop vraiment. Donc je félicite encore l'équipe de Diamond qui n'a pas démérité. Saltigué et ASC Jaraaf, outre la joie de la victoire, ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. L'état d'esprit des équipes finalistes a été loué. Nous voudrions d'abord saluer la mémoire du parrain, féliciter les équipes vainqueurs, encourager les équipes qui ont été vaincues. Mais nous avons constaté un grand esprit de fair play. Nous pensons que le handball a un avenir devant lui et cela nous réconforte dans la nécessité d'appuyer encore davantage le président Seydou et son équipe. Rendez-vous en 2013 pour une autre belle fête du handball qui n'a pas souffert cette fois-ci de la violence. Les arts martiaux pour terminer. Les championnats d'Afrique de l'Ouest de Yosekan Boudo débutent dès ce mardi. Le Sénégal abrite la 11e édition du genre avec des joutes prévues au centre aéré de la BCEAO. C'est à Yoff. Le champion en titre de cette compétition, c'est le Sénégal qui va donc défendre son trophée devant les 8 pays de l'UEMOA. Et c'était là l'essentiel pour les sports, Mahmoud. Nous revenons sur le sujet dominant de l'actualité, les inondations au Sénégal. Et elles font partie des toutes premières personnes déplacées à cause des dernières pluies. 12 familles de Yeumbeul Nord ont trouvé refuge à l'école Asecna 1 de Guédiawaye. Un site de recasement loin de réunir les conditions. Aminata Mbarisso et Khadim Sissé ont rendu visite à des personnes désemparées. Cette salle de classe est transformée en une chambre à coucher. Elle fait également office de cuisine pour cette famille délogée par les eaux de pluie. Dans cette école de Guédiawaye, près de 12 familles sont logées après les pluies qui sont tombées dans la capitale sénégalaise. J'ai eu beaucoup de dégâts matériels assez importants. Tout mon armoire s'est retrouvé dans les eaux, mais 7 chambres sont également submergées. L'eau a mouillé tous les matelas. Nos habits, rien n'a été épargné par les eaux de pluie. Actuellement, j'ai mal partout du fait des va-et-vient que j'ai effectués pour vider les eaux de la maison. La cour de l'école Asecna 1 change de décor. À la place de l'ambiance récréative, ces familles sinistrées ont élu domicile. Dans ce site de recasement, on manque de tout. J'ai 30 talibés avec moi, sans compter mes propres enfants et mon épouse. Je souffre pour les nourrir. Je n'ai plus les moyens financiers. Les conditions de logement ne sont pas du tout bonnes. Pour manger, on est obligé de débourser. En plus, il y a plein de moustiques et nous ne disposons pas de moustiquaires imprégnés. Ici, nous n'avons pas d'eau potable ni de toilettes. Avec les moyens du bord, les pères et mères de famille tentent de survivre. Ils sont aidés en cela par quelques bonnes volontés. Tu as vu tout à l'heure, j'ai remis 25 francs pour acheter de l'eau. Depuis hier, je ne me suis pas lavé. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis veuve et toutes les charges familiales reposent sur moi. L'école Asecna 1 de Guédiawaye abrite près de 12 familles sinistrées des récentes inondations. Ces familles attendent des autorités de l'aide en vivres, mais aussi des conditions d'hygiène appropriées pour éviter une épidémie liée à ces inondations. Et nous recevons sur ce plateau l'architecte Thiao Kandji. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Que pensez-vous de cette situation de sinistre causée par la pluie à Dakar et ailleurs au Sénégal? Il est catastrophique. Moi, je pense que vraiment, on pouvait trouver des solutions depuis 2005-2006, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a reçu ces cas d'inondation. Mais il se trouve que nos autorités, en général, ils n'associent pas les techniciens. Quand ils comme vous, architectes? Oui, comme nous, architectes. Il y a des ingénieurs, il y a des aménagistes, il y a aussi les géomètres. Moi, je pense que si on avait fait vraiment une bonne équipe pluridisciplinaire, on allait trouver les solutions.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et pourtant, il y a de bonnes têtes qui sont formées ici. Cette mise à l'écart des architectes, des techniciens de manière générale, c'est une chose nouvelle ou ça date de plusieurs années? De plusieurs années, parce qu'en général, tous les débats sont politisés dans ce pays. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, quand il y a une catastrophe nationale comme ça, ou bien même sans une catastrophe nationale, on doit appeler les hommes de l'art qui réfléchissent et qui donnent des solutions. Si on nous enfermait dans une salle en moins d'une semaine, on allait donner des solutions. Mais vous voyez, tous les politiciens sont en train de se déplacer. Parce qu'on parle des hommes de l'art, ils ne peuvent que faire des déclarations politiques. Et ces déclarations politiques n'amènent pas les solutions. Moi, je pense que les solutions actuellement, elles sont techniques, elles sont financières. C'est quoi, de manière concrète? De manière concrète, qu'on nous donne, on parle de plan directeur d'assainissement. Oui. Ce plan directeur d'assainissement est surestimé. Quand on parle 450 milliards selon le ministre. Selon le ministre a fait des estimations comme ça, ou bien en tout cas j'en doute. Si c'est des techniciens, ils ont faussé la route parce que 450 milliards c'est le quart du budget du Sénégal. Et ça ne demande pas tout ça. Ça demande de bien réfléchir. Ça demande combien? Non, ça va demander moins, ça c'est sûr. Ça va demander moins. Il faut bien réfléchir et trouver les solutions. C'est combien? Non, ça c'est la matière. On connaît la matière, on ne peut pas donner des solutions comme ça. C'est-à-dire d'une zone à l'autre, ça varie. C'est-à-dire assainir Grand Yoff, ce n'est pas la même chose qu'assainir Wakhinane. À Wakhinane, il faut déplacer certaines populations. Parce qu'il y a des zones non édificantes. Là, il ne fallait pas construire, donc ces gens-là, il faut les déplacer. Mais à Grand Yoff, ce qui est sûr et certain, il y a un réseau d'assainissement à côté, on peut brancher, on peut curer, on peut trouver des solutions. Donc, d'une zone à l'autre, ça varie. Ce qui est sûr et certain, ça varie. On ne peut pas donner en l'air comme ça des chiffres astronomiques. Ça, c'est des chiffres pharaoniques. Il est noté quand même, Kandji, un paradoxe entre les infrastructures modernes qui ont été construites ces dernières années à Dakar et ces inondations, comme s'il n'y avait pas de canalisation. Comment vous expliquez ce paradoxe? Oui, ça aussi, c'est de la négligence, parce que quand on fait une route, à côté de la route, il y a des canaux d'évacuation pour l'assainissement. Si on regarde bien le projet au niveau de l'autoroute, un peu partout, par exemple, tous ces ouvrages-là qui ont été faits, normalement, il devait y avoir des canaux d'assainissement pour mener vraiment l'eau de pluie. Et à partir de ce moment, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais quand on fait une route, ce qui est sûr et certain, une route est imperméable, ça ne prend pas de l'eau et elle est obligée d'évacuer l'eau à côté. Et quand ça évacue l'eau à côté, ce qui est sûr et certain, plus l'eau qui était là, ça cause des inondations. Donc vraiment, ils s'en ont mal pris. Ce qui est sûr et certain, si on regarde, les dimensionnements n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Et vous n'avez pas été du tout associé? Pas du tout associé. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, l'Ordre des architectes, l'Amicale des ingénieurs, les aménagistes, les géomètres, tous ces gens-là ne sont pas associés. Ils sont avec des fonctionnaires qui sont peut-être des architectes, des ingénieurs, mais ces gens-là ne vont jamais contredire leur chef. Dans ce pays-là, il faut que les hommes de l'art soient vraiment respectés. Moi, je pense qu'il faut les décomplexer. On prend un architecte qui a une profession libérale, qui a son cabinet, on lui dit réfléchis pour nous, on réfléchit et à partir de ce moment, on va trouver les meilleures solutions. Mais tous ces gens qui sont logés dans les ministères, ils ne vont jamais contredire leur chef. Et ça pose problème. Et on laisse le débat aux politiciens. Les politiciens, ils ne font qu'enflammer les choses. Ils font des déclarations intempestives, ça ne solutionne pas le problème. Alors, est-il exagéré, comme on l'entend souvent, de dire il faut tout raser, reconstruire et assainir? Non, moi je pense qu'il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, à l'état actuel des choses, il y a des zones inaptes à la construction. Ces zones-là, ce qui est sûr et certain, il va falloir vraiment les déplacer. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Il peut y avoir des solutions. On peut même construire dans l'eau. Mais il faut les assainir d'abord. Oui. Il faut les assainir. Donc ces zones n'ont pas été assainies. Et ça, c'est le faute de certains promoteurs, de certaines sociétés d'État, parce que la SNHLM, la SICAP n'ont pas assaini tout ce qu'il fallait faire. Donc, à partir de ce moment, il va falloir regarder ces zones et qu'il faut que les politiciens ou bien les autorités prennent vraiment le taureau par les cornes en imposant d'abord l'assainissement complet, comme ça se fait, comme ça se fait dans les autres pays. Parce que en Côte d'Ivoire, tu vas au Mali, ça pleut comme au Sénégal, mais il n'y a pas de problème d'inondation. Mais ici, chacun se dit homme de l'art. Et ce qui est sûr et certain, les lotissements sont autorisés et que ces lotissements ne respectent pas les règles de l'art. Et ça pose problème. Alors, question à l'homme de l'art que vous êtes, peut-être on fait un peu médecin après la mort quand on voit toutes ces populations qui ont perdu aujourd'hui leur maison avec des millions investis. Mais je veux construire une maison. Ouais. Pour l'architecte que vous êtes, qu'est-ce que je dois faire pour
éviter une éventuelle inondation? Pour éviter une éventuelle inondation, d'abord, il faut regarder est-ce que là où on vous a vendu la parcelle a été autorisée, c'est-à-dire le lotissement a été autorisé. Si le lotissement est autorisé, à partir de ce moment, on peut aller voir un architecte qui vous fait des plans. Et la première règle de sécurité, c'est qu'il faut mettre le bâtiment hors d'eau. Mais quand vous venez dans une zone où la nappe phréatique est superficielle, ce qui est sûr et certain, si vous construisez, si vous mettez une bâtisse, ce qui est sûr et certain, d'un jour à l'autre, vous serez inondé. Parce que la nappe est superficielle actuellement à Dakar. Quand vous dites qu'il faut mettre le bâtiment hors d'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire hors d'eau, tu viens dans une zone, tu ne sais pas si cette zone-là est inondée ou bien inondable, il faut surélever les fondations. Ça, c'est la première règle de sécurité. Mais on voit ici, il y a beaucoup de maisons qui sont englouties parce que les bâtiments n'ont pas été mis hors d'eau. C'est-à-dire dans les autres pays, on met les routes, on met l'adduction d'eau, on met l'électrification, on met l'assainissement. Même dans d'autres pays, on met le gaz. Mais tout ça, ça a des normes. Il faut respecter ces normes et on vient poser le bâtiment. Au moins, ça, c'est le reste. Le bâtiment doit respecter toutes ces règles. Merci, Thiao Kandji, architecte et membre de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est la fin du 20h ce soir. Demain, 20h avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.